My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Lorsque le président Bush prononçait ces mots il y a 20 ans, le 19 mars 2003, les premiers avions américains bombardaient déjà les cibles en Irak. Quelques heures plus tard, les forces terrestres de la coalition internationale entraient en action. C'est ainsi qu'a commencé la Deuxième Guerre du Golfe, qui allait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour l'Irak lui-même, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient. L'invasion a conduit non seulement à la destruction du régime de Saddam Hussein, mais surtout à la destruction de l'État irakien. L'effondrement complet des institutions publiques et le chaos qui s'en est suivi ont conduit à une guerre civile sanglante et à l'infiltration de l'Irak par les républiques islamiques d'Iran voisines. Le chaos en Mésopotamie a également été rapidement exploité par les terroristes qui, quelques années après le renversement de Saddam, ont hissé les drapeaux noirs de l'État islamique sur des pans entiers de la Syrie et de l'Irak. En quelques décennies, l'Irak est passé du statut de puissance régionale à celui d'État en déliquescence. Aujourd'hui, nous examinons l'Irak 20 ans après le renversement de Saddam Hussein. Comment l'Irak a-t-il changé au cours des 2 dernières décennies? Où en est-il aujourd'hui et vers quoi se dirige-t-il? Bienvenue dans le rapport des années 20. Jusque dans les années 1970, l'Irak, doté d'une économie florissante et d'une armée puissante, était un acteur clé au Moyen-Orient. La politique étrangère aventureuse de Saddam Hussein a toutefois anéanti le potentiel de l'Irak. Hussein a d'abord passé 8 ans dans une guerre sanglante avec l'Iran. Il a ensuite envahi le Koweït, ce qui a entraîné l'intervention militaire des États-Unis et de lourdes sanctions à l'encontre de l'Irak. Les perturbations intérieures ont également accompagné les problèmes internationaux. L'économie du pays s'est effondrée et la résistance chiite et kurde au régime de Hussein a commencé à se développer. À la fin du règne de Saddam, l'Irak n'était plus que l'ombre de sa puissance des années 1970. Cependant, le véritable clou du cercueil pour l'Irak a été l'invasion de 2003. Elle a non seulement mis fin au règne de Saddam Hussein, mais a aussi complètement démantelé l'État irakien. En mai 2003, un peu plus d'un mois après la chute de Bagdad, Paul Bremer, l'envoyé spécial du président Bush pour l'Irak et chef de l'autorité d'occupation, est arrivé en Irak. Bremer lance une vaste opération de débassification de l'Irak. À l'instar de la dénazification de l'Allemagne d'après-guerre, les Américains voulaient éliminer de la vie politique les hauts responsables du parti Baas, qui dirigeait l'Irak depuis 1968. L'appartenance d'une personne à la débassification n'était pas déterminée par les crimes qu'elle avait commis, mais par le simple fait qu'elle était membre du parti Baas. Bremer ne s'est pas contenté de détruire le parti Baas. Son deuxième ordre, en tant que chef des forces d'occupation, a été la décision de dissoudre les forces armées irakiennes, qui comptaient environ 300 000 hommes à la veille de l'invasion. Ces 2 décisions de Bremer, le début de la débassification et le démantèlement des forces armées irakiennes, ont eu pour conséquence que près de 750 000 Irakiens ont perdu leur emploi du jour au lendemain, le taux de chômage du pays atteignant 60%. Les collègues de Bremer l'ont averti dès le début des conséquences d'une politique aussi répressive. Mais Bremer est resté impassible, affirmant qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de Washington. Le chef de la cellule de la CIA à Bagdad, Charles Seidel, qui avait mis en garde Bremer, s'est montré particulièrement sévère à l'égard des plans de débassification et a déclaré « Si vous faites cela, vous ne pourrez pas gouverner ce pays. Lorsque le soleil se lèvera sur Bagdad, vous aurez 50 000 insurgés dans la ville. » Le temps a montré que Seidel avait raison. Le démantèlement de l'armée irakienne et la politique de débassification ont entraîné une montée du sentiment anti-américain et donné naissance à une insurrection armée contre les forces d'occupation. Les premiers à prendre les armes étaient les sunnites. Depuis la création du royaume d'Irak en 1921, ils constituent l'élite politique du pays. C'était également le cas sous Saddam. L'invasion de 2003 a toutefois complètement inversé cette situation. La débassification a surtout touché les sunnites, les poussant en marge de la vie politique dans l'Irak de l'après-Saddam. Le ressentiment des sunnites à l'égard des Américains était d'autant plus grand qu'après 2003,
la majeure partie du pouvoir dans le pays revenait aux Kurdes et aux chiites. Les tensions entre les différents groupes ethno-religieux d'Irak existent certes depuis la création de l'État en 1921. Au fil des ans, des rébellions chiites et kurdes se sont également produites dans le gouvernement central. Pourtant, il y a eu des tentatives, plus ou moins réussies, de créer une identité nationale irakienne commune. Les Américains, quant à eux, ont créé une situation dans laquelle l'ordre politique et social était principalement basé sur des affiliations sectaires, c'est-à-dire l'appartenance aux communautés chiites, sunnites ou kurdes. En conséquence de la politique américaine, dès l'été 2003, les sunnites, qui se sentaient les plus aigris par la réalité post-Saddam, ont pris les armes et commencé à organiser des guérillas. L'épicentre de cette rébellion se trouvait dans ce qu'on appelle le triangle sunnite, c'est-à-dire la zone située entre Ramadi, Bagdad et Tikrit. Dans un premier temps, les Américains ont tenté de présenter les rebelles comme des sympathisants du régime de Hussein. Cependant, au début de l'année 2004, l'armée du Mahdi a rejoint la rébellion. Muqtada al-Sadr, membre d'un clan chiite respecté, la dirigeait. Alors que les rebelles sunnites pouvaient être accusés de sympathiser avec Saddam, cet argument ne fonctionnait pas dans le cas de Sadr. Après tout, son père, l'ayatollah Mohammad al-Sadr, comme beaucoup d'autres religieux chiites, a été tué par les hommes de Saddam dans les années 1990. Ainsi, moins d'un an après le renversement de Saddam, les Américains se sont retrouvés dans une situation où ils devaient combattre à la fois les sunnites et les chiites. Au coin de la rue, un autre ennemi se profile, les djihadistes. L'ISIS est une autre incarnation d'Al-Qaïda en Irak, qui a émergé à la suite de notre invasion en 2003. C'est un exemple de conséquences involontaires. C'est pourquoi, en général, nous devrions viser d'abord et tirer ensuite. Barack Obama, 2015. Le chaos qui a régné en Irak après le renversement de Saddam Hussein a rapidement été exploité par les djihadistes, dont le plus important était un ressortissant jordanien lié à Al-Qaïda, Abu Musab al-Zarqawi. Lorsque les Américains sont entrés en Irak, al-Zarqawi ne disposait que d'un petit groupe d'une trentaine de combattants. Les conséquences désastreuses de l'occupation américaine ont toutefois permis à Zarqawi d'élargir rapidement les rangs de son organisation. Al-Zarqawi a habilement exploité le mécontentement des sunnites à l'égard de la politique de débassification. Il s'est présenté comme le seul défenseur des sunnites contre les Américains et le gouvernement, dominé par les chiites, de Bagdad. Très vite, al-Zarqawi s'est fait connaître du monde entier. En mai 2004, une vidéo le montrant en train de décapiter un Américain, Nicholas Berg, est apparue en ligne. Quelques mois plus tard, al-Zarqawi prête officiellement serment d'allégeance à Oussama Ben Laden, qu'il avait rencontré quelques années plus tôt en Afghanistan. En retour, al-Zarqawi reçoit le titre d'émir d'Al-Qaïda en Irak. L'objectif principal d'al-Zarqawi n'était cependant pas de combattre les Américains. Selon le professeur Fawaz Gerges, dès le début, l'objectif stratégique d'al-Zarqawi était de provoquer une guerre totale entre chiites et sunnites. Al-Zarqawi pensait que c'était le seul moyen de chasser les Américains d'Irak et d'y établir un émirat islamique. Le ressortissant jordanien était dépourvu de tout scrupule. C'est son peuple qui a popularisé les décapitations et les attentats suicides. Les hommes d'al-Zarqawi mènent une guerre totale. Ils attaquent les soldats américains, kidnappent les étrangers et organisent des attentats à la bombe contre les chiites. Les attaques contre les sunnites, qui refusaient de se soumettre à al-Zarqawi, étaient également monnaie courante. Les méthodes de combat d'al-Zarqawi étaient controversées, même par d'autres djihadistes. Certaines de ses actions, en particulier ses attaques contre les chiites, ont été critiquées par les dirigeants d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri. Pourtant, al-Zarqawi a fini par atteindre son objectif et a provoqué une effusion de sang entre chiites et sunnites. Le 22 janvier 2006, des militants d'Al-Qaïda en Irak ont fait sauter des explosifs dans la mosquée Al-Askari à Samarra. L'attentat n'a fait aucune victime, mais le dôme doré de la mosquée s'est effondré. Cela a suffi à inciter les chiites à lancer des attaques de représailles contre les sunnites. Cette situation a plongé l'Irak dans deux conflits. Parallèlement à la lutte contre les forces d'occupation, une guerre civile sanglante a éclaté, marquée par des affrontements entre les chiites et les sunnites, des attentats à la bombe et une épuration ethnique. L'ampleur de la violence est bien illustrée par une carte montrant des changements religieux et ethniques à Bagdad à la fin de 2006 et au début de 2007. La situation en Irak s'était tellement détériorée que début 2007, le nombre de victimes et d'attaques avait atteint des niveaux similaires à ceux de l'invasion de 2003.
Pour sauver la situation, le président Bush a envoyé 30 000 soldats supplémentaires en Irak. Malgré les critiques initiales, la décision du président a eu un effet tangible. À la fin de l'année 2008, la stabilisation de l'Irak semblait proche. Abu Musab Zarqawi a été tué par les Américains, ce qui a considérablement affaibli Al-Qaïda en Irak. Grâce aux accords conclus par les Américains avec les anciens des tribus, la situation de ce qu'on appelle le triangle sunnite a également été maîtrisée. Des succès ont également été enregistrés dans le sud chiite. L'armée du Mahdi a été écrasée et Muqtada Sadr a été contraint de quitter l'Irak. Lorsque, fin 2008, le président Bush a signé l'accord sur le retrait des troupes américaines d'Irak, il a pu sembler que les Américains laissaient derrière eux un gouvernement relativement stable à Bagdad. Cependant, un nouveau problème se profilait déjà à l'horizon. Les politiques autoritaires du Premier ministre Maliki faisaient planer la menace d'une nouvelle descente aux enfers de l'Irak. Nouri Maliki est devenu Premier ministre de l'Irak en 2006. Dès le début, il a trahi des tendances autoritaires. Dès 2007, l'ambassadeur américain en Irak, Ryan Crooker, a décrit Maliki comme une personne paranoïaque qui, comme Hussein, essayait d'accumuler le plus de pouvoir possible entre ses mains. Les tendances autoritaires de Maliki sont devenues particulièrement évidentes après 2009, lorsque les Américains ont commencé à se retirer d'Irak. En plus de son poste de Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Il s'est entouré de collaborateurs loyaux et a brisé la résistance des institutions indépendantes. Il a également mis sur pied des troupes spéciales qui, en contournant le ministère de la Défense, répondaient directement à Maliki. Cette armée privée du Premier ministre a été baptisée Fedaini de Maliki, en référence à une formation similaire qui existait sous l'ère Hussein. Les hommes de Maliki ont réprimé toute forme de protestation, en particulier dans les rues. Sous son règne, les sunnites ont été particulièrement opprimés, car Maliki, un chiite, les traitait comme des citoyens de seconde zone. Fin 2011 et début 2012, alors que les Américains s'étaient déjà retirés d'Irak, Maliki a procédé à une vaste opération d'arrestation de politiciens sunnites de haut rang. Il les a accusés de corruption, d'abus de pouvoir et même de préparer un coup d'État. Le vice-président de l'Irak, Tariq al-Hashimi, a notamment fait l'objet d'un mandat d'arrêt à l'époque. Il n'est donc pas étonnant que la montée des divisions sectaires ait été rapidement exploitée par les djihadistes. Si al-Zarqawi n'est plus en vie, il est remplacé par un acteur tout aussi brutal et rusé, Abu Bakr al-Baghdadi, à la tête d'une Al-Qaïda en Irak réorganisée, qui prend désormais le nom d'État islamique en Irak. Les hommes de Baghdadi ont alimenté l'atmosphère de conflits sectaires, tout en gagnant une influence croissante dans la communauté sunnite. Le motif familier de l'ère Zarqawi des djihadistes comme défenseurs des sunnites est réapparu. Ce sont les politiques répressives de Maliki qui ont entraîné de nombreux sunnites du côté de l'État islamique. Les ambitions de Baghdadi ont également été favorisées par le chaos qui règne dans la Syrie voisine, qui, porté par la vague de protestations du printemps arabe, a plongé dans la guerre civile. La prise de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, par les djihadistes est devenue le symbole de l'effondrement de la politique de Maliki. C'est dans cette ville qu'al-Baghdadi a rapidement proclamé l'établissement du califat. Comme on le sait, après plusieurs années de combats et le soutien de la coalition internationale, l'État islamique a été vaincu. Cependant, comme cela arrive en Irak, la solution à un problème en a engendré un autre. Les années de lutte contre l'État islamique ont considérablement renforcé les milices chiites et l'influence iranienne à Bagdad. Par conséquent, l'Irak est devenu un nouveau champ de rivalité entre les États-Unis et l'Iran. Après la chute de Mossoul, les militants de l'État islamique ont entamé leur marche vers Bagdad. La capitale étant menacée, l'ayatollah Ali Sistani, chef spirituel des chiites irakiens, a émis une fatwa appelant tous les Irakiens à défendre la patrie. La fatwa de Sistani a servi de base à la création de ce que l'on appelle la Force de mobilisation du peuple, PMF, qui comprenait de nombreuses organisations paramilitaires diverses, à la fois sur le plan ethnique, religieux et idéologique, désireuses de participer à la lutte contre ISIS. Cependant, un seul acteur a tiré le plus grand profit de la création de la PMF, l'Iran. Les Iraniens ont utilisé la nouvelle formation comme une plateforme pour légitimer l'existence de milices pro-iraniennes en Irak, et ainsi, par exemple, l'une des milices les plus puissantes au sein des FMP est devenue le Kataïb Hezbollah,
qui a été formé avec l'aide de l'Iran en 2003 pour lutter contre les forces d'occupation américaines. En rejoignant les rangs des FMP et en légalisant ainsi ses activités, le Kataïb Hezbollah a rapidement augmenté le nombre de ses membres, qui passait d'environ 2000 en 2010 à 10 000 ou 30 000 en 2016. Et le commandant du Kataïb Hezbollah lui-même, Abu Mahdi al-Muhandis, est devenu commandant suprême adjoint des FMP. Après avoir remporté la guerre contre le califat, les milices des FMP étaient censées être intégrées dans les forces armées régulières. Mais cela ne s'est jamais produit. Tout simplement, les milices pro-iraniennes qui faisaient partie des FMP ont commencé à trahir de grandes ambitions politiques. Lors des élections législatives de 2018, les chefs des milices pro-iraniennes ont présenté une liste commune appelée Fatah, en arabe « Conquête ». La liste pro-iranienne a remporté 13% des voix, soit le deuxième meilleur résultat. Avec la légalisation des milices pro-iraniennes en Irak et la montée en puissance du Fatah, l'Iran a renforcé sa position, déjà forte, sur l'Euphrate. La personnification de l'influence iranienne est devenue la figure du général Qassem Soleimani, chef de la force d'élite Quds, qui fait partie du corps des gardiens de la révolution islamique. Soleimani se rendait fréquemment à Bagdad. Il coordonnait le soutien aux milices pro-iraniennes, rencontrait des hommes politiques irakiens et avait une vue d'ensemble de tout ce qui se passait sur l'Euphrate. La position de Soleimani était également renforcée par des contacts personnels qu'il entretenait avec des chefs de milices. Muhandis, le chef adjoint de la PMF, par exemple, connaissait Soleimani depuis la guerre Iran-Irak. En effet, Muhandis, comme de nombreuses figures de l'opposition chiite, avait combattu du côté de la République islamique d'Iran. L'Irak joue un rôle clé dans la politique iranienne. C'est par l'intermédiaire de Bagdad que les Iraniens contournent certaines des sanctions américaines. L'Irak est également une voie de transit pratique pour le soutien iranien à Assad en Syrie et au Hezbollah au Liban. L'influence croissante de Téhéran a fait de l'Irak un nouveau théâtre de la rivalité entre les États-Unis et l'Iran. Cette rivalité a atteint son paroxysme fin 2019, début 2020, lorsque les Américains ont tué les généraux Soleimani et Muhandis à Bagdad, et que les Iraniens ont tiré des missiles balistiques sur les troupes américaines stationnées sur la base d'Al-Assad. La liquidation du général Soleimani a provoqué le chaos dans les rangs des formations pro-iraniennes, mais n'a pas conduit à un affaiblissement permanent de l'influence de l'Iran en Irak, qui reste énorme. Malgré les apparences, les chiites irakiens ne constituent pas un monolithe politique. Ces dernières années, nous avons assisté à une intensification des divisions au sein de cette communauté. Les points de discorde sont nombreux, l'un des plus importants étant l'attitude des chiites irakiens à l'égard de l'Iran. Les milices pro-iraniennes en Irak et des personnes comme Muhandis ne représentent qu'une partie de la communauté chiite. Il existe également un puissant parti pris dans le milieu, centré autour de l'ayatollah Sistani, déjà mentionné, qui critique l'ingérence iranienne dans la politique irakienne. Ceci est intéressant dans la mesure où Sistani est lui-même d'origine iranienne. De plus, le conflit entre les milices pro-iraniennes et le cercle de l'ayatollah Sistani n'a pas seulement une dimension politique, mais aussi religieuse. En effet, Sistani critique l'interprétation iranienne de l'idée de Wilayat al-Faqih. Il s'agit de l'idée selon laquelle le pouvoir suprême de l'État doit être confié à un savant islamique. Ce principe est à la base du système politique iranien et a justifié la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini en 1979. Sistani rejette le modèle iranien de Wilayat al-Faqih, estimant que les chefs religieux ne peuvent pas participer directement au processus politique. Contrairement aux apparences, cette querelle religieuse a de sérieuses implications politiques, car certains Irakiens pensent que l'objectif ultime de Téhéran est d'exporter la révolution islamique en Irak et de remodeler le pays selon les principes de l'Iran révolutionnaire. Un autre parti chiite, le troisième, est le groupe centré autour de Muqtada Sadr, l'un des symboles de la résistance contre l'occupation américaine. Sadr a officiellement dissous son armée du Mahdi et s'est impliqué dans la vie politique du pays. Sa coalition a remporté des élections législatives de 2018 et 2021. Sadr a bénéficié à plusieurs reprises de l'aide iranienne, en particulier pendant l'occupation. Elle tient manifestement toujours à entretenir de bonnes relations avec Téhéran. Cependant, Sadr considère les milices pro-iraniennes comme une menace pour le gouvernement central et exige leur démantèlement. En 2022, les hommes de Sadr ont même affronté les milices lors d'une bataille régulière qui s'est déroulée dans les rues de Bagdad.
Les divisions ne sont pas terminées pour autant. Ces dernières années, en particulier parmi les jeunes chiites irakiens, un mouvement relativement puissant a émergé, rejetant les divisions précédentes et ne s'identifiant ni aux milices pro-iraniennes, ni à l'ayatollah Sistani, ni à Muqtada Sadr. Ils sont souvent désignés sous le nom de mouvement Tishrin. Le nom vient de la place Tishrin à Bagdad, où ils ont organisé des manifestations en 2019. Le mouvement Tishrin exige une refonte complète du pays. Il s'agit de désarmer les milices et d'éliminer les élites au pouvoir. Le mouvement n'est pas monolithique, mais il est dominé par de fortes voix nationalistes et anti-iraniennes. Bien que le mouvement Tishrin soit né dans les régions chiites, parce qu'il rejette l'affiliation sectaire en faveur d'une identité irakienne commune, il a également gagné la sympathie de jeunes sunnites. Les vétérans de la politique irakienne tentent de minimiser l'importance du mouvement Tishrin, mais la démographie ne peut être trompée. La population irakienne est l'une des plus jeunes du Moyen-Orient. L'âge médian en Irak est d'environ 20 ans, et près de 60% de la population du pays a moins de 25 ans. On estime que la population irakienne doublera d'ici 2050, passant de 42 millions d'habitants actuellement à plus de 80 millions. Année après année, quelques 500 000 Irakiens entrent sur le marché du travail. L'économie nationale est trop petite pour fournir un emploi à chacun d'entre eux. Le taux de chômage des moins de 30 ans est 3 fois plus élevé que celui des personnes âgées. Cette situation résulte de la faiblesse du secteur privé et du fait que le budget de l'Irak dépend à plus de 90% des recettes d'exportation du pétrole. En un mot, l'Irak est une bombe démographique à retardement et, au fil des ans, le rôle du mouvement Tishrin et d'autres organisations de protestation similaires ne fera que s'accroître. 20 ans après la chute de Saddam, l'Irak reste un pays en pleine déliquescence. Des années d'occupation, de guerre civile et de lutte contre le califat ont ruiné le pays. L'absence d'un gouvernement central fort à Bagdad a permis aux Iraniens d'infiltrer le pays et à l'influence de la République islamique d'Iran de s'étendre dans toute la région. Ces dernières années, la vie politique a été rythmée par les divisions croissantes entre chiites irakiens. Ces divisions sont multidimensionnelles et l'existence de milices bien armées, sortes d'État dans l'État, crée le risque que l'une des parties chiites tente de résoudre le conflit par la force. Nous avons déjà eu un avant-goût d'une telle situation l'année dernière, lorsque les hommes de Sadr se sont emparés du bâtiment du Parlement et du palais présidentiel avant d'affronter les milices pro-iraniennes à Bagdad dans une bataille régulière. La chute de Saddam Hussein était l'occasion de créer un nouvel Irak. Toutefois, cette occasion a été manquée, en partie à cause des décisions hâtives prises par les autorités d'occupation américaines et en partie à cause des conflits entre les Irakiens eux-mêmes. Aujourd'hui, l'Irak est un pays en pleine déliquescence. Avec sa démographie et ses ressources naturelles, l'Irak pourrait à nouveau, comme dans les années 1970, devenir le tigre du Moyen-Orient. La tragédie du pays, cependant, est que les Irakiens sont trop divisés pour redonner à la patrie sa puissance d'antan. Le statu quo actuel convient également aux voisins de l'Irak. Du point de vue de la Turquie, de l'Iran ou de l'Arabie saoudite, il vaut mieux maintenir un gouvernement faible à Bagdad que de réveiller le tigre irakien de son sommeil.